Il a repris une entreprise à 27 ans, il en a aujourd'hui 30. En 2 ans, il a numérisé sa PME Jimmy, spécialisée dans la sécurité incendie et la sécurité des bâtiments. Il a aussi boosté son chiffre d'affaires de 50% durant la même période. Bonjour Basile Pirlot. Bonjour Frédéric. Alors pourquoi, tout à coup, décide-t-on de reprendre une entreprise à 27 ans ? Alors ça ne s'est pas fait tout à coup, c'était un cheminement. J'ai eu l'envie d'entreprendre dans mes dernières années à Gram en ingénieur industriel où on a eu quelqu'un qui est venu présenter l'entrepreneuriat. Et pourtant, il n'est pas venu le vendre parce que je ne me rappelle même plus l'entreprise ou la personne, mais il est venu dire comme quoi il travaillait 80 heures semaine et que c'était dur, etc. Mais au final, on voyait des étoiles dans ses yeux. Et alors que j'y pensais pas du tout avant, je me suis dit pourquoi pas. C'est là que j'ai décidé de faire un master complémentaire en entrepreneuriat. Et à partir de ce moment-là, c'était sûr, c'était ce que je voulais faire. Et je m'étais dit, OK, toutes les décisions que je vais prendre jusque maintenant, à partir de maintenant, ça va être dans le but un peu de me rapprocher de cet objectif-là. Donc j'ai trouvé un premier boulot chez Elneo. C'était quoi ? C'est une entreprise qui est active dans l'industrie, dans l'air comprimé. Donc D'accord. ils vont installer des compresseurs, distribuer des pièces pneumatiques et d'instrumentation. Et ce qui m'a parlé là-bas, c'est qu'il y avait un projet d'intrapreneuriat où je me suis dit, OK, là je me rapproche encore un petit peu, développer un nouveau produit, le commercialiser, faire un business model, le vendre. Et surtout, en fait, j'ai directement bien accroché avec les 2 gérants de l'entreprise, dont un qui était aussi un ancien du master d'HEC Entrepreneur. D'accord. Et je m'étais dit, chez lui, je pense que je pourrais pas mal apprendre, donc je vais aller. Mais directement, je lui avais dit, voilà, je reste, mais je ne vais pas rester 10 ans, j'ai quand même dans le but d'entreprendre d'ici 2 ans. Finalement, je m'étais bien amusé, donc après 3 ans seulement, je leur ai dit, voilà, je pense que mon heure est venue, je vais m'en aller, je vais lancer un projet. Et là, un peu surprise, parce qu'ils m'ont dit, c'est là qu'ils m'ont proposé, mais en fait, on s'entend bien, on sait qu'on travaille bien ensemble, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un projet tous les 3 ? Okay. Et pour moi, c'était comme une évidence. En fait, j'étais là, génial. En fait, parce que d'un côté, ils étaient brillants, ils avaient un super réseau, et pour lancer un projet, il faut un peu des fonds que j'avais pas pu spécialement mettre beaucoup de côté dans ce laps de temps-là. Donc, on s'était dit, let's go, on y va, on va commencer à rechercher. Mais entre le choix de lancer une entreprise, une nouvelle entreprise, et le choix de reprendre une entreprise existante, vous avez basculé sur la deuxième option. Pourquoi ? De base, on s'est dit on va lancer une entreprise. On avait une idée, lancer une start-up, etc. C'est un peu plus sexy, hein, c'est le monde start-up tech, etc. C'est le rêve américain, on va dire. Et de fil en aiguille, à chaque fois qu'on avait une idée, il y avait toujours des freins. On se disait mais non, pourquoi pas, etc. Et eux, ils avaient une expérience de reprise d'entreprise parce que c'était une société familiale fondée par le grand-père. Eux l'avaient reprise à leur père, à leur oncle et à leurs cousins. Donc c'était pas tout à fait pareil, mais à ce moment-là, on s'est dit vraiment pourquoi pas regarder aussi cette option-là. Et finalement, ça nous a directement beaucoup plus parlé parce que en fait, les risques sont plus gros, je vais dire, parce qu'on doit mettre plus sur la table avant de se lancer, et il y a des risques humains de faire tomber une entreprise qui marche déjà, donc il y a une pression en plus. Mais par contre, il y a plus de chances que ça marche qu'une start-up parce que l'entreprise fonctionne déjà, a déjà des clients, etc. Et donc vous avez porté votre choix sur Jimmy, spécialisé en sécurité incendie, sécurité des bâtiments. Pourquoi ce choix-là ? Alors on avait fait une sorte de critères. On s'est dit, OK, si on prend une entreprise, on veut qu'elle ait ces critères-là. Dans notre cas, c'était B2B, c'était technique, idéalement électronique ou informatique, qui sont plutôt des passions personnelles. Ouais. Dans la province de Liège, je venais de déménager, je ne comptais pas redéménager. Et la cerise sur le gâteau, entre guillemets, c'était de trouver une entreprise qui fonctionnait bien, mais on se disait, là, il y a moyen d'apporter quelque chose en plus. Et là, on est tombé sur Jimmy, et on s'est dit, les planètes sont alignées, en fait. On ne s'attendait pas à avoir tous les critères qui étaient cochés. Donc, on a rencontré le fondateur de l'entreprise, Eric d'Allemagne, et le courant est directement passé. Et lui, il était vieillissant, il voulait céder son affaire. Exactement. Il avait, je pense, 65 ou 66 ans à l'époque où je l'ai rencontré. Donc, il était dans cette optique de transmettre et de léguer son bébé. Et surtout aussi, je pense, de ne pas léguer son bébé à n'importe qui. Il voulait quelqu'un qui garde tout le personnel, qui puisse garder les mêmes valeurs et faire évoluer en fait l'entreprise qu'il avait créée. Et quand vous arrivez chez Jimmy, la toute première fois que vous reprenez l'affaire, qu'est-ce qui vous saute aux yeux ? Je vais dire qu'il y a 2 trucs.
le premier truc, c'est plus humain. En fait, quand on reprend l'entreprise, on connaît les chiffres de l'entreprise, on connaît son marché, on s'est renseigné, mais on ne sait pas du tout l'ambiance qu'il y a sur place. Et donc, c'est un peu la première surprise de se dire, mais est-ce que je vais tomber sur des gens qui tirent la gueule ? Donc, il y a un petit stress quand même. Et en fait, là, la première surprise, c'est que l'ambiance était géniale. À l'époque, il y a 20 collaborateurs quand vous arrivez. C'est ça. Et la deuxième surprise ? Et la deuxième surprise, c'est que c'était 100% papier. Ah oui. Alors, de mon expérience, je ne m'imaginais même pas que des entreprises travaillaient encore de cette manière-là. Les techniciens avaient des bordereaux d'intervention papier qui circulaient 50 fois dans l'entreprise avant que ça passe en facturation, qui était aussi papier et envoyé par la poste. Et du coup, ce que je m'étais dit, finalement, c'était génial. C'était génial, il y a moyen de faire quelque chose. Il y a moyen de remettre tout le business model à plat. Et c'est ce que vous avez fait. Vous avez digitalisé l'entreprise. Est-ce qu'il y a une résistance passive, justement, des employés ? Oui et non. Il y avait peut-être, je veux dire, la plupart des employés étaient même contents de voir arriver ceci parce qu'il y avait plein de jeunes qui aussi voulaient avoir des outils un peu plus performants et qui étaient ravis de pouvoir avancer. Je ne vais pas cacher que oui, il y avait peut-être des personnes un petit peu plus âgées qui avaient l'habitude, et je comprends totalement, depuis 30 ans, ils travaillent avec les mêmes outils et donc ils voient arriver il va arriver un blanc-bec qui va arriver en disant je vais tout changer. Et qui ne connaît rien au secteur. Qui connaît rien du tout au secteur. Pas dur, ça. Donc je comprends totalement et je pense ce qui est le plus beau après, c'est qu'après avoir essayé je pense les avoir convaincus 6 mois après, pouvoir avoir des retours en disant en fait c'est quand même beaucoup plus facile. Peut-être pas, tu avais raison, mais c'est quand même beaucoup plus facile comme ceci. Voilà, c'est tout l'or du monde. Ouais. Et visiblement, vous avez fait le très bon choix avec cette digitalisation du business model. En 2 ans, le chiffre d'affaires de Jimmy est passé de 4 millions, quand vous l'avez repris, quasi 4 millions, à 6 millions d'euros, plus 50%. Bravo. Vous avez engagé une dizaine de personnes supplémentaires. Bravo. Comment vous expliquez ce succès ? Principalement, je pense, grâce à la digitalisation, on ne va pas se le cacher, elle a fait beaucoup. On a pu délivrer beaucoup plus avec un meilleur suivi pour les clients, avec finalement moins de temps et de ressources internes, et du coup pouvoir allouer ce temps à beaucoup plus d'actions, avec beaucoup plus de plus-value. Je dirais simplement pour rendre un devis ou envoyer une proposition de contrat de maintenance, il fallait vite une demi-heure avant, que maintenant il faut 3 clics. On a beaucoup joué aussi sur le côté satisfaction client, service client. Par exemple, tous nos contrats de maintenance de base étaient sur 5 ans, tacitement renouvelables. On est passé à 1 an. Pourquoi ? Donc ça, c'est vraiment, je veux dire, un peu contre-productif, on pourrait dire. Bah oui. Mais en fait, c'est la garantie. On dit directement au client, voilà, déjà de 1, on travaille avec des produits ouverts. Donc si vous n'êtes pas content avec nous, il y a d'autres installateurs qui travaillent avec ces mêmes produits-là. Allez les trouver. Et en plus de ça, vous pouvez chaque année nous quitter. Donc nous, c'est la garantie en fait d'offrir un bon service. Et le fait d'avoir changé les contrats, ça n'a rien changé parce que finalement, même si un client qui était dans son contrat dans les 5 ans voulait nous quitter, à aucun moment on bloquait légalement. On disait très bien, partons entre bons termes. Finalement, ça arrive assez peu. Alors, j'ai dit, vous êtes passé de 4 à 6 millions. Là, vous avez clairement l'ambition de grandir encore. Vous visez 15 millions de chiffre d'affaires dans les 2 ans qui viennent, et voire même jusqu'à 100 collaborateurs. Vous venez de 20. C'est réaliste ? Alors, c'est une super question, parce que c'est facile de mettre des objectifs et des chiffres comme ceci. Donc, comment ça s'est fait ? On a commencé par faire un atelier en interne sur justement un peu la vision de l'entreprise. Je voulais que ce soit vraiment quelque chose qui soit co-créé, et donc à la suite de cet atelier-là, là où j'étais surpris, c'est que les gens, j'étais content, mais les gens étaient bouillants. Ils voulaient vraiment mettre en avant Jimmy et vraiment se donner. Ils étaient super chauds. Donc après coup, j'ai pris, je vais dire cette bouillantise, et je me suis dit on va en faire un objectif mesuré. Et comment ça s'est fait ? C'est que j'ai été voir plutôt les leaders du marché en me disant voilà. C'est quoi la taille du plus gros ? On va prendre cette taille-là et on va se dire, OK, on a 10 ans pour l'atteindre. Donc dans les faits, l'objectif est un peu faussé, parce que les plus gros, dans 10 ans, ils auront sûrement encore grimpé, mais voilà, on peut pas non plus viser trop haut. En tout cas, ça a été partagé avec tout le monde, et maintenant, voilà, chaque année, on se situe par rapport à cet objectif, et on essaye toutes les décisions qu'on prend, c'est toujours aussi en fonction de cet objectif de croissance. Alors, je ne l'ai pas encore dit, mais vous avez des clients assez prestigieux, John Cockerill, les Chocolats Galère, Walibi, EVS, la ville de Bruxelles. Quel type de service vous proposez exactement, en 2 mots ?
Alors, ce qu'on souhaite devenir et ce qu'on est chez nos clients, c'est la personne de contact unique pour tous leurs besoins en sécurité. C'est-à-dire, dans une industrie, un conseiller en prévention ou un responsable de maintenance, que ce soit pour sa détection incendie, son alarme intrusion, du contrôle d'accès, des caméras, et j'en passe, va pouvoir nous contacter seulement une seule personne pour tout le développement de ces systèmes ou pour l'entretien et les dépannages. D'accord. Donc on essaye de répondre, que ce soit au niveau des services, avoir un service 360, mais aussi au niveau de ce qu'on propose, de faire de A à Z. Donc on a en interne des équipes de câbleurs pour l'installation, des techniciens d'entretien, des techniciens de mise en service. Donc on sait s'occuper vraiment de toute la chaîne dans le processus. On arrive tout doucement à la fin de cette interview, hein, ça va très vite. Justement, quand vous faites le rewind de votre expérience, quel conseil vous donneriez à un jeune de 27 ans qui a un boulot stable, qui est très content et qui rêve d'entreprendre? Qu'est-ce que vous lui diriez aujourd'hui avec votre parcours? Alors, aussi, c'est peut-être contre ce qu'on dit généralement, si tu as une bonne idée, tu dois la garder pour toi. C'est pas du tout le cas. En fait, il faut en parler le plus possible autour de soi. Ce que j'avais fait, par exemple, avant de reprendre, c'est que j'avais été voir tout plein de personnes qui avaient repris une société jeune dans un milieu pidoupi. Et j'étais, je t'invite à manger, on va boire une bière, n'importe quoi. Et j'essayais de vraiment d'éponger toute l'expérience qu'ils avaient déjà eue pour avoir les bonnes pratiques et, par exemple, les erreurs à ne pas commettre. Et pareil, si on a une bonne idée, en parler autour de soi pour challenger cette idée et potentiellement trouver un associé. Donc ça, c'est peut-être mon deuxième conseil. Le faire tout seul, c'est possible. Avoir un associé, qu'il soit actif ou passif, c'est toujours bénéfique. Pas de risque de se faire piquer l'idée quand on en parle trop? Si on se fait piquer l'idée facilement, c'est que peut-être c'était pas une si bonne idée, que tout le monde peut le faire. Donc je pense qu'il faut des idées aussi où il y a une certaine barrière à l'entrée, qu'il y ait une bonne raison qu'il y ait que toi qui puisses la faire, que ce soit en termes de réseau, de capacité technique. Donc je dirais quand même plutôt il y a un risque d'office, mais autant en parler quand même d'abord. Ok, c'est le message qu'on retiendra. Merci beaucoup Basile Pirlot. Jimmy, c'est dans la boîte.